Imaginez que le gouvernement construit 100 maisons modernes sur un terrain désert, puis découvre qu'il vient de réveiller un piège caché depuis 100 ans par une seule famille. Le jeune Thomas pensait hériter d'une vieille ferme sans valeur. Mais en ouvrant une lettre jaunie laissée par son arrière-arrière-grand-père, il déclenche une série d'événements qui plongent tout un projet d'État dans le chaos. Pourquoi cette terre a-t-elle été laissée intacte pendant un siècle? Et surtout, qu'est-ce que la famille Volmé savait que les autres ignoraient? Thomas Volmé, un jeune homme de 29 ans, vivait une vie simple dans le sud de la France. Travaillant comme libraire dans une petite ville, il avait toujours entendu parler d'une vieille terre dont sa famille parlait en chuchotant lors des réunions. Cette terre, disait-on, avait été offerte à son arrière-arrière-grand-père, Émile Volmé, par un riche noble mourant en 1924, en échange d'un service jamais mentionné. Pour Thomas, ce n'était qu'une vieille légende familiale. Jusqu'au jour où il reçut une lettre recommandée, la préfecture lui annonçait que le terrain familial, situé en périphérie de Toulouse, allait faire l'objet d'une expropriation partielle en raison d'un grand projet immobilier d'État. 100 maisons écologiques allaient être construites sur cette parcelle abandonnée. Intrigué, Thomas se rend sur place et découvre une terre étrangement intacte. Aucune trace d'agriculture, aucune ruine, rien. Juste une pancarte rouillée plantée dans la terre, avec un seul mot, Volmé. Alors que les bulldozers s'apprêtent à entrer, Thomas fouille dans le grenier de la vieille maison de campagne de son grand-père. Il y trouve une boîte scellée contenant des lettres anciennes, des cartes griffonnées, et un testament étrange signé par Émile Volmé lui-même. Une clause attire immédiatement son attention. Si quiconque autre que le sang Volmé foule cette terre pour y construire, que le droit ancien se réveille. Une phrase cryptique, presque poétique, mais juridiquement inquiétante. Thomas la montre à un ami avocat, Camille, qui, après des recherches, découvre que le testament a été déposé avec une clause notariale spéciale datant d'avant les réformes du Code civil de 1940, toujours valide selon certains articles oubliés. Cette clause semble activer un droit ancestral. Une sorte de contre-mesure juridique au cas où l'État tenterait d'utiliser la terre sans l'accord de la lignée directe. Thomas ne comprend pas encore ce que cela implique. Mais les travaux commencent sans attendre. Dès les premiers coups de pelle, les ouvriers tombent sur une étrange structure de pierre, enterrée juste sous la surface. Elle semble faite à la main, couverte de symboles anciens. Ils pensent à une vieille cave, mais dès qu'ils l'ouvrent, plusieurs machines tombent mystérieusement en panne. 3 ouvriers sont envoyés à l'hôpital à cause de maux de tête et de vomissements violents. Le chantier est suspendu temporairement. Le maire minimise les faits. Mais Thomas sait que quelque chose a été déclenché. Et que ce qui suit ne sera pas qu'une simple bataille juridique. De retour chez lui, Thomas ne parvenait pas à se défaire de cette étrange sensation que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Il avait ramené tous les documents du grenier pour les examiner en détail. Pendant que la pluie battait contre les vitres, il étala les papiers sur sa table de cuisine. La plupart étaient des lettres d'époque, jaunies, écrites à la plume. Certaines étaient codées, d'autres signées d'un simple V, mais c'est un vieux rouleau de parchemin, scellé à la cire noire, qui attira son attention. Une inscription manuscrite y disait « À n'ouvrir qu'en cas de trahison de l'État ». Intrigue. Thomas Brissel see you. À l'intérieur, une copie du testament original d'Émile Volmé, mais bien plus longue que celle déposée au notaire, était accompagnée d'un schéma étrange représentant une topographie du terrain avec plusieurs symboles et chiffres. Tout y semblait cryptique, jusqu'à ce qu'il remarque une annexe nommée « Clause de préservation héréditaire », un texte que ni Camille ni les notaires modernes n'avaient mentionné. Cette clause stipulait que si jamais des structures permanentes étaient érigées sans l'accord écrit du descendant direct du sang Volmé, un mécanisme de déclenchement serait juridiquement et moralement activé. Ce mécanisme, vaguement décrit comme une contre-invasion légale, avait été rédigé dans un style archaïque, mais suffisamment clair pour que Camille, l'avocat, en comprenne la portée. Elle confirma à Thomas que cette clause n'avait pas été annulée par les lois actuelles, car elle était basée sur une fusion de droit coutumier local et d'articles napoléoniens toujours présents dans les marges du Code civil. Cela signifiait que toute exploitation du terrain pouvait être suspendue, voire rendue illégale, si l'un des éléments du mécanisme était prouvé devant un tribunal. Thomas était abasourdi. Il tenait entre ses mains une arme juridique oubliée, conçue il y a 100 ans, pour défendre une terre contre l'invasion, même par le gouvernement lui-même. Mais ce n'était pas tout. Le parchemin mentionnait aussi l'accord des 7, une alliance secrète entre Émile Volmé et 6 autres familles du village, toutes aujourd'hui disparues ou dissoutes. Il était écrit que tant que les descendants Volmé vivaient et respectaient certaines règles, ne jamais cultiver la terre, ne jamais la vendre,
Ne jamais y construire, la clause resterait active et légitime. Thomas commença à comprendre pourquoi sa famille avait toujours évité de parler de ce terrain. Ce n'était pas une simple propriété, mais un piège légal, un contrat scellé par le sang, destiné à protéger un secret beaucoup plus vaste. Camille, de plus en plus inquiète, le mit en garde. Tu es peut-être assis sur quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple litige foncier. Pendant ce temps, les travaux reprenaient, malgré les premiers incidents. L'État, peu impressionné par des symboles anciens ou des textes juridiques poussiéreux, poursuivait le chantier. Camille déposa une injonction, mais le juge local la rejeta, estimant que le projet était d'intérêt public. Thomas sentit la colère monter. Ce n'était plus une simple affaire de terrain, c'était une question de mémoire, de fidélité, d'histoire familiale. En explorant plus loin le coffre, il trouva un carnet écrit de la main d'Émile lui-même. On y lisait « Ils viendront un jour, pensant que la terre est muette. Mais ils ignoreront qu'elle se souvient. » Une phrase lourde de sens. Était-ce un avertissement? Une prophétie? Ou simplement la paranoïa d'un vieil homme? Thomas n'en savait rien, mais il savait que quelque chose allait se produire. Et il sentait que tout commençait à s'activer. Le matin du redémarrage du chantier, une étrange brume couvrait le terrain. Les ouvriers, vêtus de leurs gilets fluorescents, plaisantaient entre eux sans se douter que leurs outils mécaniques allaient très vite se heurter à bien plus qu'un sol ordinaire. À peine la première grue redémarrait qu'un bruit sec retentit. Un câble se rompit net, sans aucune tension apparente. Un ouvrier tomba, heureusement sans blessure grave. Les autres continuèrent, mais dans un silence tendu. À midi, le responsable du chantier, M. Ravel, reçut un appel paniqué. 3 ouvriers avaient quitté le site, disant qu'ils ne voulaient pas finir comme Luc. Qui était Luc? Un nom inconnu de la direction, mais pas des anciens du village. Selon eux, Luc Morel était un géomètre venu 10 ans plus tôt pour cartographier le terrain, et qui avait brusquement quitté la région après une série de cauchemars intenses et des pertes de mémoire inexpliquées. En fouillant les archives locales, Camille découvrit un rapport de gendarmerie non classé. Luc avait été retrouvé errant dans les bois, marmonnant des phrases comme « les murs respirent » ou « ne touchez pas la dalle ». Il avait disparu peu après. Thomas, troublé, décida de retourner sur le terrain pour comprendre. En marchant entre les engins arrêtés, il sentit une odeur de bois brûlé, alors qu'aucun feu n'avait été allumé. Puis il la vit, une pierre carrée, polie, légèrement enfoncée dans le sol, à moitié recouverte par la boue des pelleteuses. Il s'en approcha et lut les inscriptions gravées dessus. C'était du vieux français, mais une phrase se distinguait. Celui qui soulève ce seuil sans sang du pacte, que la terre l'engloutisse. Il recula, le cœur battant, réalisant que cette dalle était bien plus qu'un vestige historique. C'était un avertissement. Le lendemain, un ouvrier rapporta avoir entendu des voix la nuit en montant la garde près du site. Il parlait de murmures, comme si quelqu'un récitait une prière ancienne. Ravel ordonna une surveillance nocturne, mais la caméra de sécurité installée pointait vers le ciel à son activation. Les images montraient une séquence étrange. L'objectif bougeait tout seul, comme si quelqu'un l'avait détourné. Pourtant, aucun mouvement n'avait été détecté dans la zone. Peu après, des symboles apparurent sur les murs du conteneur de chantier, tracés en boue sèche, représentant les mêmes motifs que se retrouvaient dans le carnet d'Émile Volmé. Camille fit appel à un historien local, le professeur Darnay, qui confirma que ces symboles correspondaient à un langage codé utilisé dans certaines communautés rurales du XIXe siècle, souvent lié à des pratiques de protection territoriale. Il parla même d'un rite du sol scellé, un ancien pacte rituel censé protéger une terre contre les profanations. La tension monta d'un cran quand les fondations de 2 des premières maisons commencèrent à s'effondrer sans raison apparente. Le béton semblait avoir été mangé de l'intérieur. Des tests furent menés, et les ingénieurs confirmèrent qu'aucun composant chimique ne pouvait expliquer cette érosion rapide. Le chef de chantier, pressé par les délais, décida de tout recouvrir et de continuer, malgré les objections. Mais les ouvriers devenaient de plus en plus nerveux. Certains disaient voir des silhouettes marcher dans le brouillard du matin, d'autres juraient entendre des coups venir du sol. Un menuisier affirma même que ses outils disparaissaient pendant la nuit, pour être retrouvés enfoncés dans la terre, à la verticale, comme plantés rituellement. Camille supplia Thomas Dieja. Elle craignait que le chantier ne tourne au drame. Mais lui hésitait. Il voulait comprendre ce que son aïeul avait préparé. Était-ce vraiment une malédiction? Ou une construction logique, élaborée avec précision pour dissuader quiconque d'envahir ce terrain?
Il retourna au carnet d'Émile et trouva une page pliée au fond, avec un simple croquis. Un cercle au centre duquel était marqué cœur de pierre, entouré de flèches pointant vers différents angles du terrain. En dessous, il était écrit « Ce qui fut scellé ne peut être déplacé sans conséquence ». Thomas commença à comprendre. La dalle qu'il avait vue n'était que la première. Il y avait un schéma, un réseau sous le sol, une sorte de système ancestral que personne n'avait détecté. Et à mesure que les machines creusaient, elles brisaient ces points sensibles. Il ne restait plus beaucoup de temps avant que le gouvernement ne finalise la première rangée de maisons. Mais si le terrain réagissait déjà ainsi aux premiers travaux, que se passerait-il une fois les habitations construites et habitées? Thomas savait désormais que l'erreur n'était pas juridique ou morale. C'était un réveil. La terre se souvenait. Et elle n'allait pas se laisser faire. Le 4e jour de travaux, tout bascula. Dès l'aube, une couche de brume épaisse engloutissait la zone. Elle n'était pas naturelle. Elle semblait vibrer légèrement, presque vivante, comme si elle émettait un souffle discret. Les ouvriers n'arrivaient pas à distinguer à plus de 2 mètres devant eux. Pourtant, le chef de chantier ordonna de continuer. Une nouvelle pelleteuse, plus puissante, fut déployée pour accélérer l'excavation. À 11 heures, elle heurta un second bloc de pierre semblable à celui que Thomas avait vu. Mais cette fois, au lieu de s'effriter comme les autres obstacles du sol, le bloc éclata dans un bruit sourd, suivi d'une onde de choc à peine perceptible. À cet instant précis, l'ensemble du terrain vibra légèrement, comme si quelque chose sous terre s'était mis en marche. La pelleteuse s'arrêta net. Toutes les machines s'éteignirent une à une, comme si l'électricité s'était envolée de la terre elle-même. Les téléphones perdirent le réseau. Un silence inquiétant enveloppa tout. Dans le village voisin, des chiens commencèrent à hurler. Les habitants sentirent comme un frisson sous leurs pieds, une tension étrange, sourde, mais persistante. Camille, qui observait tout de loin avec son ordinateur portable, vit un détail qui la figea. Le drone qu'elle utilisait pour documenter les travaux, connecté en temps réel, montra un motif qui s'était dessiné dans le sol suite aux excavations. Un cercle irrégulier, constitué par les traces de pelleteuses et les fissures récentes, formait ce qui ressemblait à un symbole ancien. Un motif presque identique à celui contenu dans le vieux carnet d'Émile Volmé, intitulé Le sceau du refus. Une ancienne forme de protection, que les anciens utilisaient pour désigner les terres sacrées ou maudites. Pendant ce temps, Thomas, resté chez lui, rêvait éveillé. Il entendait des bruits, comme des pas lents dans la cave de la maison. Des coups répétés, toujours espacés, comme une cadence. En descendant prudemment, il découvrit au sol une dalle qu'il n'avait jamais remarquée, recouverte d'un tissu noir. Il l'écarta et vit un cercle gravé au couteau, entouré de mots en latin. Il ne comprenait pas leur sens, mais l'un d'eux revint plusieurs fois. Custo. Gardien. Quand il posa la main sur le cercle, un courant glacé parcourut son bras. Une pensée s'imposa à lui, comme venue d'une autre voie. Ils ont franchi la ligne. Le piège est déclenché. Il recula, terrifié, et sentit pour la première fois que le terrain n'était pas simplement protégé juridiquement, mais physiquement, spirituellement. Quelque chose d'ancien y vivait encore. Sur le chantier, les hommes commencèrent à paniquer. Un ouvrier fut retrouvé dans un état de choc, recroquevillé dans une tranchée, les yeux vides. Il répétait sans cesse, « Il est revenu, le regard de pierre, il nous voit tous ». L'architecte du projet, alerté, arriva sur place. Il minimisa les faits devant la presse mais appela en privé un contact à Paris. Ce contact appartenait à une cellule spéciale du ministère du Patrimoine, chargée des sites historiques et rituels non répertoriés. Une telle cellule existait depuis peu, à cause de plusieurs incidents sur des chantiers dans des zones rurales anciennes. L'homme qui arriva portait un costume sombre et ne s'identifia pas. Il se contenta de prélever de la terre, des échantillons de pierre, et observa longuement le motif formé au sol. Ce soir-là, Camille réunit Thomas et le professeur Darnay dans la vieille maison familiale. Ils mirent côte à côte tous les éléments, le carnet, les plans du terrain, les symboles, les incidents. Une seule conclusion émergeait. Émile Volmé n'avait pas seulement protégé sa terre avec des lois. Il avait bâti un système complet, basé sur des croyances anciennes, des savoirs ruraux oubliés, et une maîtrise surprenante du droit ancestral. Le piège était à la fois juridique, symbolique et territorial. En détruisant les pierres clés, les ouvriers avaient déclenché une réaction en chaîne. Le cœur du terrain, ce cœur de pierre mentionné dans le carnet, n'avait pas encore été touché. Mais le moindre pas de plus risquait de tout faire s'effondrer. Et puis,
Un événement glaçant survint. Dans la nuit, la première maison témoin construite sur le site, utilisée comme modèle pour les acheteurs, s'effondra sur elle-même sans explication. Les caméras installées à l'intérieur captèrent des tremblements, mais aucun mouvement sismique n'avait été signalé. Le sol semblait s'être ouvert sous les fondations. La maison fut engloutie. Personne n'y était, heureusement, mais le message était clair. Le terrain refusait la présence humaine étrangère. Le piège n'était plus en sommeil. Il était bien réveillé. Au lendemain de l'effondrement de la maison témoin, l'atmosphère autour du projet changea brutalement. Les médias s'en mêlèrent, parlant de chantier maudit, de terrain instable, de sabotage. L'État tenta de calmer les choses, évoquant des conditions géologiques défavorables et promettant une étude plus approfondie. Mais en coulisses, la pression montait. Un dossier secret, surnommé « Affaire Volmé », circulait désormais entre les mains de hauts fonctionnaires. Les anomalies s'accumulaient. Aucun expert ne pouvait expliquer l'effondrement, ni les pannes électriques, ni la disparition de certains échantillons envoyés en laboratoire. Le contact du ministère du Patrimoine, un homme sobre et méthodique nommé Julien Marais, fut chargé d'une enquête discrète. En lisant le testament original, les croquis et les notes d'Émile Volmé, il comprit rapidement que cette affaire ne relevait ni de l'urbanisme, ni de la superstition, mais d'un pacte ancien soigneusement conçu pour confondre les générations futures. Julien se rendit à la Bibliothèque nationale à Paris, où il consulta des registres fonciers datant du début du XXe siècle. Il y découvrit que le terrain avait été l'objet d'un transfert énigmatique, d'un noble sans descendance nommé Victor de Breuil à Émile Volmé, en échange d'un service d'honneur. Aucun détail ne figurait sur ce service. Mais l'acte de vente comportait une mention manuscrite, scellée par volonté de silence éternel. Plus étrange encore, Julien tomba sur un carnet appartenant à Victor de Breuil lui-même, conservé dans les archives privées de l'État. Une note y parlait d'un homme à la voix de nuit, rencontré en 1923, qui lui avait prédit sa mort proche s'il ne transmettait pas sa terre à un gardien. Il avait écrit « Il n'était pas humain. Mais il savait tout de moi. Il m'a montré ce que cachait la terre. J'ai obéi. » Julien, troublé mais fasciné, retourna sur le terrain avec une nouvelle carte. Il compara les points d'effondrement avec les symboles gravés dans les pierres anciennes. Tous coïncidaient avec les points d'un diagramme secret inscrit dans le carnet d'Émile. Une constellation inversée, symbole d'un cercle de protection. Il comprit que chaque point détruit par les machines rompait un équilibre subtil. Le terrain n'était pas instable par accident. Il réagissait à la violation d'un ordre ancien. L'État avait construit sur un territoire chargé d'histoire, de silence, et surtout, de conditions très précises. Pendant ce temps, Thomas s'efforçait de comprendre le lien entre sa famille et ces événements. Il interrogea sa grand-tante, une femme discrète vivant dans une maison de retraite. Elle lui révéla un souvenir étrange. Enfant, elle avait vu son père tracer des cercles de sel autour de la maison, certains soirs de l'année. Il disait toujours la même phrase. « Tant que le cercle est intact, la mémoire ne s'ouvrira pas. » Elle pensait que c'était un jeu. Thomas comprit que non. Il retourna à la maison familiale et observa le sol. Sous les vieilles dalles de la cave, il retrouva un cercle gravé, presque effacé. Il suivit les lignes avec ses doigts. À ce moment précis, il entendit un craquement au plafond. Une trappe s'ouvrit toute seule, révélant un coffre de bois noirci. À l'intérieur, des lettres, mais aussi un vieux film en pellicule, marqué « À ne projeter qu'en dernier recours ». Julien, de son côté, rendit un rapport secret au gouvernement. Il y affirmait que la terre appartenait légalement à la famille Volmé, mais qu'elle était aussi protégée par une structure symbolique d'ordre supérieur. Il demanda la suspension totale du projet et la restitution du terrain. Mais le ministre refusa. Trop d'argent avait été investi. Trop de partenaires attendaient des résultats. Julien fut écarté de l'enquête, mais avant de quitter, il contacta Camille et lui remit une copie du rapport, ainsi que tous les documents trouvés. Elle le lut dans un silence grave, comprenant que le combat était plus vaste qu'elle ne l'imaginait. Le soir même, Thomas installa un vieux projecteur et regarda le film dans la cave. L'image tremblotante montrait Émile Volmé, jeune, parlant à la caméra. Il disait « Si tu regardes ceci, c'est qu'ils ont osé. Sache que ce terrain ne nous appartient pas vraiment. Nous sommes ses gardiens, pas ses maîtres. Ce que Victor m'a montré, je ne peux pas le répéter. Mais j'ai scellé un pacte. S'ils détruisent trop, alors le pacte se rompra. Et tout s'effacera. » L'image s'arrêta sur un dernier plan,
Une main déposant une pierre gravée dans un puits sec, refermée par une dalle identique à celle découverte sur le chantier. Thomas comprit que ce puits était le cœur de pierre. Et que si la dernière dalle était brisée, ce ne serait plus une série d'accidents, mais un effondrement total de la terre, de la mémoire et de l'histoire elle-même. Le gouvernement, malgré les mises en garde, ordonna la reprise immédiate du chantier. Le ministre de l'Aménagement du territoire, sous pression, voulait un résultat visible avant les élections. Il envoya sur place une unité spéciale pour sécuriser les lieux, avec pour mission de finaliser les premières fondations. Le terrain fut bouclé, les journalistes repoussés, et les ouvriers remplacés par une équipe d'ingénieurs triés sur le volet. On tenta de renforcer le sol avec des blocs de ciment injectés. Mais le mal était fait. La trame souterraine tissée par Émile Volmé avait été sectionnée à plusieurs endroits, et le cœur de pierre, celui que Thomas avait localisé grâce au film, était désormais en danger. Thomas, Camille et le professeur Darnay n'avaient plus que quelques heures pour intervenir. En croisant les symboles, les schémas anciens et les relevés modernes, ils comprirent que le dernier point du cercle sacré se trouvait au centre exact du terrain, là où une dalle étrange avait été mise de côté par les ouvriers sans qu'ils comprennent son importance. Thomas prit une décision radicale. Il organisa une conférence de presse improvisée devant les barrières du chantier. Devant les caméras, il révéla tout, le testament, les vidéos, les documents du gouvernement, les enregistrements des incidents. Il montra les images du cercle gravé, du film d'Émile et surtout, il annonça publiquement qu'il interdirait légalement, en tant qu'unique héritier et propriétaire légitime, tout accès à cette terre tant que le gouvernement ne reconnaîtrait pas officiellement les droits ancestraux de sa famille. La presse s'enflamma. Les titres du lendemain parlaient de l'homme qui défia l'État avec un fantôme centenaire. Le débat devint national. Mais alors que les opinions publiques se divisaient, un incident brutal scella le destin du projet. Dans la nuit, alors que des ingénieurs tentaient de déplacer la dalle centrale, un bruit sourd se fit entendre, suivi d'un effondrement progressif de tout le centre du chantier. Le sol s'ouvrit lentement, sans tremblement, comme si quelque chose l'aspirait de l'intérieur. Des machines furent englouties. Heureusement, aucun mort. Mais l'image d'une pelleteuse penchée à moitié dans une crevasse circulaire fit le tour du pays. Le chantier fut stoppé immédiatement. Une commission d'urgence fut convoquée. Le ministre, humilié publiquement, fut forcé de proposer un accord. En présence de Thomas, de Camille, et d'un représentant des autorités foncières, un nouveau pacte fut rédigé. L'État accepta d'abandonner totalement le projet et de classer le terrain comme patrimoine historique interdit à la construction. En échange, Thomas acceptait que le terrain reste non exploité, tel que l'avait voulu son aïeul. Mais juste au moment de signer, un détail glaça la pièce. Le ministre, en consultant une dernière fois les archives pour officialiser le document, lut à voix haute une ligne oubliée, présente dans une note en bas de page du testament. Si le pacte est renouvelé sans honneur, que le gardien devienne le verrou. La pièce se figea. Thomas blâmé. Il comprit que le pacte l'engageait bien au-delà d'une simple signature. Il devenait à son tour responsable, à vie, de la mémoire de la terre, avec l'obligation de la protéger même au prix de sa liberté. Ce soir-là, il retourna seul sur le terrain, accompagné uniquement de Camille. Ils observèrent en silence le cercle d'herbe qui avait repoussé au centre du chantier, là où le cœur de pierre se trouvait. Il n'y avait plus de traces de crevasses, plus de machines, plus de bruit. Le terrain semblait apaisé. Mais en s'approchant, Thomas vit quelque chose au sol. Une nouvelle inscription, gravée dans la pierre, qui n'y était pas avant. Tu es la clé. Le verrou vit tant que tu vis. Il comprit que le terrain ne voulait pas seulement la paix. Il exigeait un gardien vivant. Un témoin. Un héritier prêt à se sacrifier si nécessaire pour que le silence reste intact. Camille le regarda sans dire un mot. Thomas, sans répondre, s'assit au bord du cercle. Le soleil se couchait. Le gouvernement avait reculé. Le monde oubliera. Mais lui, il se souviendra. Car certaines terres ne veulent pas être partagées. Elles veulent être respectées. Et certaines familles sont nées pour les défendre.